Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai consacré une vidéo pour le sacre de Napoléon et le tableau du sacre de Napoléon qui a été peint par Jacques-Louis David, qui est le pape du néoclassicisme. Alors, il faut savoir que cette vidéo va être mise en trois parties. La première partie sera consacrée à Jacques-Louis David. La deuxième partie, on va la consacrer à le sacre de Napoléon. Et la troisième partie, on va parler du tableau. Alors, qui est Jacques-Louis David? Jacques-Louis David est né dans le XVIIIe siècle, quelque part dans les 1720. Plein en siècle de lumière. Malheureusement, à 8 ans, il va devenir orphelin. C'est son oncle qui va l'élever, qui va le grandir. Cet oncle a vraiment un goût pour la culture et donc du coup, il va vouloir que Jacques-Louis devienne architecte. Malheureusement ou heureusement, Jacques-Louis veut devenir peintre, mais pour devenir peintre, il faut faire partie de l'Académie royale. Donc, si vous voulez faire partie de l'Académie royale, il faut gagner le prix de Rome. Il va essayer 4 tentatives. Dans la 4e tentative, il va gagner le prix de Rome et va partir de Paris à Rome, va étudier l'Antiquité et le classicisme, va revenir et va travailler pour la cour de Louis XVI. Finalement, une fois que la révolution va prendre forme, il va travailler pour Robespierre, va être même ami de Robespierre, va faire partie de la Convention, va même immortaliser la mort de Marat que vous pouvez retrouver au Louvre, va aussi peindre, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette peinture, le jeu de paume, très connu et inachevé bien sûr, je crois qu'il y a une copie qui se trouve dans la petite galerie au Louvre. Et finalement, après l'anarchie, ça va mal se passer. Il va se retrouver 7 mois dans le palais de Luxembourg, qui était une prison sous la Révolution. Et il va sortir, et là, il va faire une peinture qui est très connue, les Sabines, où ce qui va représenter la nudité. Vous savez que dans le classicisme, souvent on représente les personnages nus. Il suffit de juste regarder l'art grec et vous allez voir que tout le monde est nu dans des proportions divines, le nombre d'or un tout petit peu, qui se retrouve un tout petit peu partout. Finalement, Napoléon va voir que ce personnage a un talent fou, va lui demander s'il peut lui faire est-ce qu'il peut représenter le sacre de Napoléon. Jacques-Louis David va lui demander 100 000 francs. Pour cela, vous l'avez bien entendu, 100 000 francs pour ce tableau. Finalement, il va recevoir 65 000 francs. Le tableau est fini le 28 novembre 1807. Au 28 novembre 1807, il faut savoir que Napoléon n'est pas à Paris, il est en conquête, donc c'est l'impératrice Joséphine qui va être la première à voir le tableau. Et finalement, en 1808, Napoléon, le 7 janvier, va voir son tableau et va dire à Jacques-Louis David, je vous donne mes salutations, vous ne pouvez pas mieux décrire ce que mon esprit voulait décrire. Alors vous imaginez, Jacques-Louis David avait 60 ans à cette époque-là, a mis 2 ans pour finir tout le tableau. Alors maintenant, le sacre de Napoléon, pourquoi avoir fait le sacre de Napoléon? Première chose, est-ce que c'était pour changer l'opinion publique? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est une question politique? Bien sûr que oui. Est-ce que Napoléon est catholique? Bien sûr que non, il est agnostique. Mais c'était bien sûr d'être dans la lignée des Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, et lui, il voulait créer sa propre lignée. C'est pour cela que ce sacre ne s'est pas déroulé à Reims, parce qu'il n'est pas capétien. Ce sacre s'est déroulé à Paris. Est-il le seul personnage qui a fait le sacre à Paris? Eh ben non, il y en a un autre, un ennemi numéro 1, Henri VI. Dans la guerre de 100 ans, on a eu même un autre prétendant du roi du royaume de Froid qui était anglais, Henri VI, s'est fait sacrer au Notre-Dame. Alors, autre chose qu'il faut savoir, juste avant Napoléon, on a eu la Révolution française, donc c'était l'anarchie, et donc il était très important qu'on avait besoin de quelqu'un qui
représentait une force, un caste, un nouveau caste. Il faut savoir que sous Napoléon, le caste le plus important, c'est le caste militaire. Et il va faire un peu la même chose que les empereurs, il va vouloir mettre de l'ordre. Alors au début, il sera consul, et par après qu'il a été consul, il va devenir empereur. Il faut savoir que c'est pas sous le sacre qu'il devient empereur, c'est 7 mois avant, le 18 mai 1804, Napoléon est proclamé comme empereur. Alors, deux choses qu'il faut savoir qui est très important, quand on est empereur, il n'avait pas de descendance et Joséphine lui avait dit qu'il était stérile. Alors, est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? Il y a toujours encore débat sur la stérilité de Napoléon. Une chose est sûre, si on est empereur et on n'a pas de descendance, c'est-à-dire que la descendance ne va pas direct, ça serait un des frères qui deviendrait le descendant direct de Napoléon, ce serait Joseph ou Louis. Joseph était l'aîné et Louis était le plus petit. Napoléon était celui-là au milieu. Et donc, autre chose qui est très important à savoir, les empereurs dans l'Antiquité pouvaient adopter, mais vous savez très bien que la monarchie, ça devait être une monarchie directe, donc ce n'était pas possible, donc il fallait qu'il y avait un enfant. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que vous allez vous apercevoir que dans le tableau, c'est très important ce que je vous raconte maintenant. Autre chose, le sacre de Napoléon est très important parce qu'il voulait être dans la lignée aussi des tsars, les grands tsars que vous connaissez de la Russie. Il voulait faire partie des Saint-Germain, l'empire de Saint-Germain. Et donc, pourquoi a-t-on fait le sacre dans la cathédrale de Notre-Dame, qui a été détruite en 1793 sous la Terreur? On utilisait les tombeaux pour mettre de vin à l'intérieur. Pourquoi ce lieu-là? Le premier lieu aurait dû être Rome, au Vatican même. Il faut savoir que Charlemagne a été couronné à Rome, et Napoléon voulait montrer qu'il était encore plus fort que Charlemagne, donc ce qu'il a fait, c'est pas lui qui va se déplacer à Rome, mais c'est le pape qui va se déplacer à Paris. Deuxième lieu, c'était Aix-la-Chapelle. Pourquoi? Parce que c'était la demeure de, comment s'appelle-t-il? Charlemagne, et c'est là où Charlemagne a terminé la fin de sa vie. Il a fait ça parce qu'il y avait les bains, et comme il avait un peu de problème de rhumat, c'est pour cette raison-là qu'il est resté là. Donc on a dit pourquoi pas le faire à Aix-à-la-Chapelle. Mais c'était trop germanique, et il faut savoir que sous la Révolution française, on s'est battu contre les Germains. Troisième alors, pourquoi pas à Lyon? Ouais, Lyon c'est bien, mais c'est pas assez grandiose. Quatrième, et là ça devient très important, les Champs de Mars. 14 juillet, on a la prise de Bastille, 14 juillet 1790, on a journée de la Fédération, la fête de la Fédération qui se passe au Champ de Mars, donc pourquoi pas le faire là? Grand problème, si le sacre se déroule le 2 décembre, il y a une grande possibilité qu'il peut faire un peu froid. Juste pour vous dire, ce jour-là, il a fait moins 3 degrés. Moins 3 degrés, vous l'avez bien entendu. Donc, au Champ de Mars, dans le froid, avec la petite pluie, avec tous les beaux habits, les robes, etc., je crois que ça faisait pas l'affaire. Donc, le seul lieu qui pouvait contenir autant de monde était la cathédrale de Notre-Dame, qui a été, bien sûr, pour le sacre, complètement changé parce qu'il était complètement détruit sous la Révolution et surtout sous la Terreur en 1793. Ça, c'est l'histoire du sacre de Napoléon en cours. Maintenant, venons à l'essentiel. Le tableau de Jacques-Louis David, où je ne sais pas si vous le savez, il y a 191 personnes représentées. Toutes les personnes ont été dessinées en croquis. Certaines personnes ont été là, autres personnes n'ont pas été là. Et il y avait des personnes qui n'existaient pas, comme Charlemagne n'existait pas. Et même il y a une représentation de Julius César à l'intérieur de la peinture. Alors, première chose qu'on peut se poser comme question, qui sont les personnages les plus connus? Les personnages que je vais nommer maintenant, c'est les personnages que je vais accentuer dans le tableau. Premier personnage, vous avez le pape Pie VII, vous avez bien sûr Napoléon, vous avez Joséphine, vous avez les frères de Napoléon, Joseph et Louis, vous avez les sœurs de Napoléon, et la plus connue est bien sûr Pauline, vous avez Laetitia, la mère de Napoléon, vous avez dans les tribunes Jacques-Louis David, le peintre lui-même représenté dans les tribunes, vous avez des cardinals très importants,
vous avez le cardinal Flèche qui est très important aussi. Donc vous avez beaucoup de personnages illuminés dans ce portrait. Première chose qu'il faut savoir, une fois qu'on a mis la peinture au Louvre, on fait exactement ce que nous on fait quand on prend un selfie. On veut voir comment on est représenté et où on est représenté. Est-on représenté proche du couronnement? Est-on représenté loin du couronnement? Donc chaque personnage est représenté à l'importance à rapport à Napoléon et ça fait couler beaucoup d'encre et ça a même causé des problèmes politiques. Première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez le pape Pie VII. Alors il faut savoir que le pape Pie VI a fait très fort la Révolution française. Les révolutionnaires ont capturé le pape, ils l'ont amené à Ravenne, excuse-moi, pas Varennes, à Ravenne. Il y a eu un tremblement de terre, ils l'ont amené à Valenciennes et ce pape est mort en prison en Valenciennes. Imaginez-vous ça. Le pape Pie VII, malheureusement, lui, il ne va pas avoir beaucoup de chance non plus. Napoléon va lui dire de venir à Paris. Bien sûr, il y aura des négociations. Une des négociations la plus importante que le pape a obtenue, c'est qu'il a reçu de nouveau, et on n'en parle pas assez souvent, il a reçu de nouveau le calendrier grégorien. Il faut savoir que sous la Révolution française, malheureusement, on comptait en 10 jours et pas 7 jours, parce que vous savez que dans la Bible, la terre a été conçue en 7 jours, donc on veut faire la même chose que la création. Et on compte pas de Jésus-Christ, mais on compte de révolution. Donc, première année de la Révolution, deuxième année de la Révolution, troisième année de la Révolution. Là, le pape a dit, moi je veux bien te couronner, ou tu peux te auto-couronner, parce que disons, on peut dire la vérité, hein, dans les coulisses, on savait très bien qu'il allait se auto-couronner. Mais moi, je veux de retour mon calendrier grégorien. Et donc, du coup, au moment du sacre de Napoléon, on a de nouveau les jours qu'on connaît d'aujourd'hui, du lundi jusqu'à dimanche, et on compte de nouveau de Jésus-Christ, ce qui est quand même pas mal, et une victoire du pape. Deuxième chose qu'on peut dire aussi sur le pape, il faut savoir que quand vous regardez ce tableau, le personnage le plus illuminé est le pape. Alors là, on tombe des nues parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le pape est le personnage le plus illuminé de tous. La lumière frappe le pape. N'oubliez jamais, c'est Napoléon qui va donner la charge à Jacques-Louis David, mais Jacques-Louis David tient les pinceaux. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui va encore toujours décider ce que je fais. Troisième chose du pape, on a trouvé dans les croquis que le pape normalement n'était pas représenté comme ça. Vous voyez que le pape fait une bénédiction, une petite bénédiction. Normalement, le pape était représenté avec les deux mains sur ses genoux. Finalement, Napoléon n'a pas adhéré à cette posture et il s'est dit, bon, on n'a pas fait venir le pape de l'Italie pour qu'il fasse rien, donc il fait une petite bénédiction. Quatrième chose qu'on peut dire sur le pape a fait une rentrée fabuleuse dans la Notre-Dame. Il est rentré, il est monté, allez, il est venu devant le parvis avec un âne blanc. Dans une époque où on est encore catholique, mais à Paris, il y a déjà une tendance de la philosophie des Lumières et de révolutionnaires. Alors vous pouvez vous imaginer la moquerie, un âne blanc. Bon, un âne, vous savez que l'âne c'est celui-là qui a porté le Christ et blanc c'est la couleur de la pureté. Mais c'était une tradition qu'on faisait toujours quand on faisait le sacre. Ce n'est pas fini. Autre chose qu'il faut savoir sur le pape, il y a presque eu un scandale exceptionnel. Alors, le jour avant, on a presque annulé le mariage. Il faut savoir que Joséphine, comme elle a rencontré pour la première fois le pape, a fait une confession. Elle a dit, moi je n'ai pas fait de mariage religieux avec Napoléon. Et il fallait un mariage religieux si vous voulez faire le sacre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que le sacre se passe le 2 décembre 1804. Le 1er décembre 1804, en toute extrémité, on fait un mariage religieux avec le cardinal Flèche. Et ça se passe où le mariage? Le mariage se passe au Louvre. Et le deuxième mariage aussi de Napoléon, quand il va divorcer avec Joséphine, il va se marier avec quelqu'un d'autre. Ils vont faire le même
lieu aussi un mariage religieux et en plus que ça, ils vont aller plus fort en sachant que Napoléon avait volé ou pris toutes les peintures du Vatican, il les a mis tous dans la grande galerie et ils ont fait une procession pour arriver au mariage religieux. Imaginez-vous, ce Napoléon, ce n'est pas n'importe qui. Alors, autre personnage très emblématique, là on a parlé un tout petit peu du pape, on va parler de Charles Bonaparte. Qui est Charles Bonaparte? Quand vous regardez Joséphine, vous regardez derrière Joséphine, vous allez voir un enfant qui normalement aurait dû être l'héritier de Napoléon. Et maintenant, vous allez peut-être comprendre pourquoi Joséphine accentuait autant de faire un mariage religieux. Cet enfant-là est très important. Qui est cet enfant? S'il est l'héritier, mais c'est qui? Il faut savoir, j'ai dit, normalement, les héritiers auraient dû être Joseph ou Louis. Finalement, ce Joseph a eu comme descendance que des filles. Donc, ça ne pouvait pas être une de la descendance du frère aîné de Napoléon. Louis s'est marié avec Beauharnais d'Hortense. Ce Beauharnais d'Hortense, qui était la princesse de, comment ça s'appelle, des Pays-Bas, s'est marié avec Louis, le frère de Napoléon. Ils ont fait un enfant, et cet enfant-là est donc normalement l'héritier direct. Donc vous vous imaginez comment Joséphine veut gagner à tout prix que c'est cet enfant-là qui devient héritier, parce qu'il y a du sang d'elle-même, parce que c'est la fille de Joséphine qui est mariée avec le frère de Napoléon qui fait cet enfant et qui devait être héritier. Malheureusement, cet enfant est mort à 5 ans, il a eu une maladie qui s'appelle la Groupon, et finalement il est décédé, donc du coup il ne sera pas héritier. Pourquoi je vous dis que c'était très important? Parce que je vous ai dit que chaque personnage dans le tableau est important et a une position stratégique. Et les frères de Napoléon se trouvent derrière. Ça a fait scandale sur les frères. Joseph était jaloux, mais finalement il n'a pas trop fait de blablabla parce que finalement il était trop intelligent, il avait compris que fallait pas faire trop d'histoire au niveau de ça, là où ça allait de nouveau faire un problème politique. Et Louis, bien sûr, lui, il en a fait à sa sauce, ça a été vraiment un scandale politique parce qu'il a dit pourquoi cet enfant-là est là devant moi, etc., etc. Finalement, il faut savoir que la fille de Joséphine, qui est donc, comme je vous ai dit, Hortense de Beauharnais, et Louis Bonaparte vont faire un autre enfant aussi, Louis II, qui va être le roi d'Italie, et Napoléon III, qui vient de cette famille-là. Donc, du coup, on essaie toujours quand même de garder le lien familial. Napoléon III, qui va être aussi empereur, et Napoléon III va faire quelque chose d'extraordinaire. Le 2 décembre 1851, il fait un coup d'État. Vous avez entendu? Le 2 décembre, sur le journée du sacre. Donc, le coup d'État était aussi très symbolique de Napoléon III. Alors, autre chose qu'on peut parler, on peut parler un tout petit peu de la famille de Napoléon. Il y avait une fille, une sœur de Napoléon qui s'appelait Pauline, et cette Pauline devait tenir la traîne de Joséphine, en sachant qu'elle détestait cette Joséphine. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tiré un peu à la traîne, et on dit même que Joséphine, dans la biographie, a perdu l'équilibre. Donc, du coup, les sœurs de Napoléon détestaient cette Joséphine, en sachant que Joséphine était quand même une femme assez légère et fréquentait quand même pas mal les francs-maçons. Autre chose, et autre personnage emblématique qui n'était pas là, c'est Laetitia qui regarde droit Joséphine. Et donc du coup, cette Laetitia, bien sûr, cette maman de Napoléon, n'était pas là sur les lieux. Continuons les histoires, vous voyez que c'est assez fascinant. Nous avons parlé du pape, nous avons parlé de ce petit enfant qui se trouve tout à fait devant les deux frères, nous avons parlé de Laetitia qui n'était pas là, et nous avons parlé de la sœur qui tenait la traîne de Joséphine. Alors, quels sont les mensonges sur ce lieu-là? Y a-t-il des personnages qui n'étaient pas là? Oui, il y avait un cardinal, Caprara, qui n'était pas là, et ce jour-là il était malade, mais il est représenté. Il y a le sultan ottoman
bien sûr qu'il n'était pas là parce qu'il était musulman et il n'aurait jamais rentré en Notre-Dame, surtout pas dans cette époque au début du 19e siècle où on était encore assez religieux. Troisième personne qui n'est pas là, c'est Laetitia. Charlemagne, qui se trouve un tout petit peu plus loin, n'est pas là non plus, ce qui est tout à fait normal. Et maintenant, les grands énigmes. Hein. Quand vous regardez le tableau, vous regardez derrière Napoléon et vous allez voir un personnage qui regarde Napoléon. On dirait qu'il lui dit quelque chose dans l'oreille. Eh ben, on n'a pas su qui est ce personnage. Finalement, on a cherché dans les croquis et on a trouvé le buste de Julius César. 150 ans après, on a trouvé que c'est Julius César qui se retrouve juste derrière Napoléon. Et il y a une petite histoire derrière tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que ce tableau s'appelle le Sacre de Napoléon. Et si on regarde le tableau, on pourrait se dire pourquoi s'appelle ce tableau le Sacre de Napoléon? Il devrait être le couronnement de Joséphine, quand on regarde vraiment le tableau du premier regard. Il faut savoir qu'au tout début, Napoléon, Jacques-Louis David, avait représenté que Napoléon était en train de se autocouronner. Finalement, il y a un autre peintre qui lui a dit « C'est pas assez charmant. Pour que la peinture a plus de charme, ce peintre s'appelait Gérard, il lui a dit « Ce serait bien que tu couronnes l'impératrice. » Donc, il y avait une couche de vernis qui était sur ce lieu-là. Maintenant, cette couche de vernis s'est enlevée. On voit qu'il y a le buste de Julius César qui était à la place parce qu'il y avait un trou. Et donc, du coup, il fallait cacher le trou. Donc, on a mis le buste de Julius César sur ce lieu-là. Et là, il a dit, si tu couronnes l'impératrice, la peinture va être plus féminin et la peinture va être beaucoup plus sensuelle et elle va avoir beaucoup plus de glamour. Donc, c'est pour cette raison-là que sur la représentation, on ne le voit pas qui se auto-couronne, mais couronne quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quand même exceptionnel. Quand on regarde le tableau, tout le monde pense que tout le monde regarde Napoléon. Eh bien, c'est faux. Tout le monde regarde la couronne. On ne regarde pas Napoléon, on regarde la couronne de Joséphine. Donc, tout le monde est fixé là-dessus, sauf deux personnages. Il y a deux personnages qui ne regardent pas. Ces personnages-là, je vais vous les laisser chercher. Ils sont tout proches de Joséphine. Un de ces personnages a une perruque blanche. On ne sait pas qui pourrait être ce personnage. Certaines thèses disent que ça pourrait être Charles Bonaparte, donc le père de Napoléon. Et le deuxième personnage, il y a un personnage qui regarde le peintre. Et ce personnage, c'est qui? C'est Estève. Et c'est le trésorier, celui-là qui va financer la peinture à 65 000 francs. Et il regarde fixement le peintre qui fait tout ce qu'on lui a demandé dans les normes qui sont... Parce que c'est lui qui débloque l'argent, donc il regarde à la façon. Donc c'est un petit clin d'œil de Jacques-Louis David. Quand vous regardez la tenue de Napoléon, je voulais juste vous dire que la tenue de Napoléon, le pesé est de 36 kilos. Le gars a porté 36 kilos. La messe a duré 3 heures. Et juste pour vous dire combien a coûté le sacre de Napoléon, ça a coûté 9 millions francs français pour rien du tout, parce que ce sacre n'avait d'aucune importance. Il aurait fait le sacre ou il n'aurait pas fait le sacre, ça aurait été exactement la même chose, parce que finalement, après la bataille de Waterloo, il ne se passe plus rien avec les Napoléons. Finalement, c'est Napoléon III qui va reprendre de nouveau le pouvoir, mais ça, c'est complètement une autre histoire. On va finir l'histoire en beauté. Il y a une copie qui se trouve à Versailles. Alors, si vous prenez la copie de Versailles et vous prenez celle du Louvre, sont-elles identiques? Eh ben non. Il faut savoir qu'entre-temps, Jacques-Louis David avait un peu changé. Les personnages qui se trouvent dans les tribunes, c'est plus ses meilleurs amis. Il a allégé la peinture. Cette peinture a été vendue aux Américains. Et finalement, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Français l'ont acheté pour le repatrier en France. Donc, du coup, ce n'est pas la même peinture. Bon, bien sûr, c'est le même peintre qui l'a fait. Et c'est ça qui est très rigolo. Et dernière petite chose, finissant l'histoire en beauté.
Cette peinture, 2 ans après qu'elle a été peinte, coup de théâtre, on divorce. Donc, Joséphine, qui est plein en gloire, ce côté glorieux, doit être enlevé. On enlève le tableau du Louvre. Elle va durer longtemps avant qu'on va la remettre. Premièrement, ça va durer très longtemps. Première chose qu'il faut savoir, il y a la restauration après. Louis XVIII, monarchie. Glorification de Napoléon, impossible. Charles X, Louis-Philippe. Napoléon III ne remet toujours pas le tableau parce que Napoléon I n'est plus en glorification, et ce moment-là, mieux à l'oublier, en sachant que normalement la vraie descendance devait être Charles Bonaparte, l'aîné, et donc du coup, finalement, ça coince, ça ne va pas. Et c'est que sous la Troisième République que le tableau va être mis au Louvre. Voilà les petites énigmes sur le tableau. J'ai oublié encore 2 choses, peut-être que j'ai dit... Oh non, je les ai déjà dit. C'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé. Si il y a des gens qui peuvent me dire où je trouve les 2 personnages qui ne regardent pas la couronne, ça serait vraiment avec plaisir. Prochaine vidéo, je vais faire une saga sur la Révolution française. Et à bientôt et à la prochaine vidéo.